Bonjour Antoine Basbous, soyez le bienvenu. Vous êtes politologue associé chez Forward Global et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Une trêve semble donc entrer en vigueur à Gaza, entre Israël et le Hamas. Question très simple pour commencer. Quel crédit accordez-vous au fait qu'elle puisse tenir déjà jusqu'à dimanche et les premières libérations ? Déjà, la trêve commence dimanche prochain, c'est-à-dire la veille de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Quelles sont ses chances de tenir ? La première phase, elle est négociée, mais la suite va être renégociée en position de faiblesse des Palestiniens et dans de nouvelles conditions. Donc l'avenir de Gaza, l'avenir de ce conflit à Gaza n'est pas dessiné, n'est pas terminé. Donc vous ne pensez pas que d'ici dimanche, quoi que ce soit puisse faire capoter ce premier accord intervenu ? Non, je ne le crois pas. Je pense que Trump a lancé des ultimatums aux uns et aux autres et que tout le monde s'est rangé derrière cette volonté présidentielle américaine. Personne ne veut fâcher Donald Trump à la veille de son retour à la Maison-Blanche. François. On a l'impression qu'il s'est passé ces derniers mois quelque chose d'absolument fondamental, c'est-à-dire entre le mois de septembre et aujourd'hui, cet accord qu'on espérait, qui finalement a été repoussé, la décapitation du Hezbollah, l'assassinat de la plupart des grands dirigeants du Hamas et d'ailleurs, et est-ce que finalement ce que nous avons devant nous, une fois que cet accord aura commencé à vivre, c'est pas tout simplement pour les Israéliens et peut-être même pour Donald Trump, la mise à genoux définitivement de l'Iran? Nous sommes en train de vivre un changement d'époque. C'est-à-dire, jusqu'à l'année dernière, jusqu'en juillet 2024, l'Iran dominait la région avec son croissant chiite, avec ses essaims de frelons qu'il a implantés autour d'Israël et qui ont harcelé Israël. Depuis juillet 2024, c'est Israël qui a repris la main. Israël a démantelé le croissant chiite de l'Iran. Il y a le Hamas qui aujourd'hui est par terre, le Hezbollah totalement décapité, l'autoroute syrienne totalement reprise en main par les adversaires d'Assad et les factions chiites en Irak se rangent, ont peur, je ne sais pas s'ils vont définitivement se ranger, et l'Iran vient à Genève pour négocier avec les Européens juste avant l'arrivée de Trump. L'Iran a peur parce que l'Iran aussi est privé de défense antiaérienne. Les missiles S-300 solaires ont été détruits en octobre dernier. Les radars en Syrie, en Irak ont été également détruits. Bref, le ciel iranien est ouvert devant les avions israéliens et donc l'Iran a peur de l'arrivée de Trump. Bref, il y a un changement d'époque. L'Iran, l'influence iranienne est tombée totalement par terre. Mais vous croyez à la volonté de Benjamin Netanyahou, de Donald Trump, d'en profiter précisément pour faire en sorte que cette menace n'existe plus du tout ? Traiter avec les Iraniens, c'est un régime messianique qui a l'éternité pour lui. Ce ne sont pas des gens qui respectent beaucoup leurs paroles. En revanche, aujourd'hui, ils ont peur. Ils sont conscients qu'ils sont extrêmement vulnérables. Ils ont perdu le bijou de leur couronne, le Hezbollah au Liban, décapité. Leurs alliés sont par terre, eux-mêmes craignent pour leur survie. Bref, il y a une donnée qui fait qu'ils sont prêts à négocier. Ou bien ils se soumettent par la négociation, ou bien ils vont devoir se soumettre par la force. La force, on est peut-être à l'avant-veille de frappe. C'est ça. C'est sur les champs pétrolifères, sur le nucléaire. Jusqu'à présent, il y avait des lignes rouges, manifestement, venant des États-Unis. Touchez pas au nucléaire, etc. Est-ce que ça peut évoluer ? C'était à l'époque de Biden. Aujourd'hui, avec Trump et les pressions maximales, Trump peut donner à Israël les bombes qu'il lui faut pour percer, aller sous les montagnes et détruire les sites d'enrichissement nucléaire. Enterré à 80 mètres, à peu de choses. Oui, mais si vous... Je ne suis pas militaire, mais bon, il y a des moyens pour au moins retarder le programme, détruire des infrastructures, que ce soit électriques, que ce soit portuaires, que ce soit la marine iranienne dans le Golfe. Bref, je crois que le moment pour les uns et les autres est opportun pour remettre l'Iran à sa place. Et les voisins de l'Iran dans la région n'attendent que ça, parce qu'ils ont énormément souffert par les proxys de l'Iran qui avaient lancé des missiles, des drones sur les pays de voisinage, les pays du Golfe, que ce soit les Émirats, que ce soit l'Arabie.
Bref, tout le monde a souffert de cette influence iranienne, de ces ingérences iraniennes dans la région. Alors, si on revient à Gaza, on parle d'un futur contrôle par l'OLP. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que le Hamas est à ce point-là détruit pour qu'on puisse envisager que l'autorité palestinienne reprenne le contrôle politique de la bande de Gaza? Le jour d'après n'est pas connu. Et ça va être l'objet de la négociation, la deuxième phase des négociations. Et c'est là l'erreur des Palestiniens de remettre à plus tard, alors que là, peut-être qu'avec la pression de Trump, les Israéliens auraient plus cédé que dans 42 jours ou dans 16 jours, le début de la deuxième phase. Cela dit, l'autorité palestinienne n'a pas beaucoup de crédit, mais le Hamas, il est par terre. Il n'y a plus qu'un seul dirigeant, c'est Mohamed Sinwar, le frère de Yahya Sinwar, qui se trouve à Gaza. Mais je ne donne pas cher de sa vie pour sa vie, parce que les Israéliens ne vont pas le lâcher. Alors, je voudrais revenir sur un précédent que nous rappelait François hier. Au moment de la libération du soldat franco-israélien Gilad Shalit, il y a 3000 prisonniers palestiniens qui sont libérés des geôles israéliennes. Parmi eux, Yahya Sinwar, qui par ailleurs, on le dit rarement, m'a été soigné d'une tumeur par les Israéliens. Il regagne donc Gaza et va devenir le leader militaire de cette organisation terroriste. Est-ce qu'il n'y a pas un précédent, ou en tout cas manifestement, les Israéliens ne semblent pas inquiets de ce précédent, avec la libération de nouveaux nombreux otages? À vrai dire, contre Shalit, Israël a libéré 1027 prisonniers. Mais en même temps, Israël, autant il a surveiller ce qui se passe au Liban après l'échec de 2006 avec l'emploi de l'intelligence artificielle pour que le jour J, le Hezbollah soit dans la boîte en quelque sorte, autant ils avaient sous-traité le Hamas au pétrodollar du Qatar. Les avions de Qatar Airways arrivaient à Tel Aviv, déversaient les dollars. C'est là, les camions, ce sont les camions de l'armée israélienne qui transportaient les dollars à Gaza, mais sans contrôler ce qui se passait à l'intérieur de Gaza. Donc tout ça est terminé, ils ont appris de ça, ce que vous nous dites. Évidemment, évidemment. Et à l'époque, il y avait une unité du Mossad qui était là pour détecter les menaces. Et cette unité qui disait attention à Gaza, les tunnels, les fabrications, à tel point elle était tellement gênante qu'elle a été dissoute. Et le patron du renseignement militaire chargé de Gaza politique. A reçu le matin du 7 octobre des avis des miradors. Il voyait une activité qui n'était pas normale. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé son téléphone après avoir engueulé les filles qui le harcelaient alors qu'il était en week-end. Ça veut dire qu'il a démissionné. Côté israélien, il y a des gens qui ont instrumentalisé l'armement et le financement du Hamas. Non pas instrumentalisé, ça leur a échappé. Ils pensaient sous-traiter le Hamas, acheter le Hamas avec l'argent du Qatar. Monsieur Basbous, je suis curieux d'avoir votre avis au sujet de ce qui se passe en Syrie. Donc, Bachar al-Assad a été chassé du pouvoir par des islamistes. Un groupe terroriste, en tout cas jusqu'à maintenant, parce que les États-Unis vont le sortir de la liste, a donc pris le pouvoir, semble vouloir donner des gages à ses partenaires, et plus loin que ça, sur une bonne gérance, des mesures économiques favorables au peuple syrien. Mais les Syriens ne reviennent pas si nombreux chez eux, et la question kurde va être un enjeu majeur, et notamment pour nous, parce que je rappelle que les anciens membres de Daesh sont retenus par les Kurdes. Comment vous regardez ce qui se passe là-bas? L'ADN de la nouvelle direction en Syrie est une ADN islamiste, mais ces islamistes ont mis beaucoup d'eau dans leur vin au point de vouloir réussir, et pour réussir, il faut s'entendre avec les uns et les autres. Et en plus, ils n'ont pas les moyens d'imposer leur point de vue aux autres. Donc ils sont obligés de composer. Le soutien de la Turquie ne suffit pas pour leur garantir la totale maîtrise de l'espace syrien. Donc en Syrie, il y a les Kurdes, évidemment, la principale force régionale constituée. Il y a aussi les Alaouites qui sont aujourd'hui par terre, mais il y a aussi les Druzes. Donc il va falloir négocier avec ces composantes et remplacer un système dictatorial par une forme de gouvernance. Mais est-ce que ce pouvoir syrien, nouveau pouvoir syrien, peut être un interlocuteur sérieux pour la France, par exemple, pour demander à ce que, dans le lien avec les Kurdes, les anciens de Daesh soient maintenus emprisonnés, en sécurité, de façon à ce qu'ils ne représentent pas un nouveau danger pour nous? Ce pouvoir à Damas actuellement est issu de Daesh, d'Al-Qaïda. Et ils ont combattu ces gens-là à Idlib. Donc,
ce côté-là, il est maîtrisé. En tout cas, ils doivent, la France, l'Europe, les États-Unis doivent conditionner leur soutien à des pratiques saines, c'est-à-dire que ces gens-là ne doivent pas remplacer une dictature alawite par une dictature islamiste. Donc il faut qu'ils donnent des preuves tous les jours sur leur comportement, sur les conditions des minorités, des femmes, l'égalité entre les sexes, ainsi de suite. Dernier mot, François. Oui, Emmanuel Macron va au Liban demain. On a désormais au Liban un président, un Premier ministre, Nawaf Salam, un gouvernement dans les prochains jours sans doute. Est-ce que vous pensez qu'il faut être optimiste au sujet d'une forme de résurrection du Liban, ou est-ce que les choses vont rester très difficiles, et notamment parce que le Hezbollah, s'il est mort militairement, n'est pas tout à fait mort politiquement? L'espoir renaît au Liban. Ce pays a un président de la République qui a, comment dirais-je, délivré un message, on dirait un Premier ministre suédois ou norvégien, un état de droit, l'égalité, la justice, tout ça. Et un Premier ministre qui est réformateur, qui vient de la Cour pénale internationale. Il l'a présidé, un diplomate qui n'est pas dans les pratiques mafieuses du Liban. Et donc, évidemment, le Hezbollah n'a pas apprécié ni l'arrivée du président, ni l'arrivée du Premier ministre. Il a boycotté les consultations. Mais le Hezbollah, aujourd'hui, est décrié, y compris par ses propres troupes, parce qu'il a mené une guerre stupide, il l'a perdue, il a fait tuer énormément de gens et faire perdre au pays énormément de ressources. Merci beaucoup Antoine Basse, vous avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.